Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel e-com guest. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Luc Moreira de Lyra Network, plus connu sous le nom de Pezen, et qui va nous parler aujourd'hui du paiement en ligne. Bonjour. Bonjour, bonjour, donc ravi d'être parmi vous. Oui, je vous rejoins aujourd'hui pour essayer de partager l'expertise qu'on a pu collecter chez Lyra sur le paiement. J'ai rejoint Lyra il y a 2 ans en étant aujourd'hui en poste en tant que responsable d'équipe commerciale sur Lyra Collect, notre nouveau produit, et avec un recul de 10 ans d'expérience sur le marché, ayant travaillé chez des solutions comme PayPal, PaySafeCard ou d'autres, je vais essayer de partager les quelques leviers sur lesquels on va pouvoir travailler pour qu'un commerçant trouve la conversion optimale par le biais du paiement. Ok, super, donc je vois très bien qu'il n'y a pas mieux que toi pour nous parler du paiement en ligne et de la conversion. Donc qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que l'audience qui est à coup sûr intéressée par le sujet veut savoir sur le paiement en ligne et comment convertir avec le paiement en ligne? Ce qui me semble intéressant et pertinent, c'est peut-être de revenir sur les éléments de base et sur ce qu'est le paiement. Parce que le paiement parle à tout le monde, mais la cinématique réelle du paiement et ce que ça veut dire derrière, il y a beaucoup de flux techniques, beaucoup de complexité. Donc on va essayer de simplifier le sujet avant de rentrer dans le développement de ces différents leviers de conversion. Et le premier point sur lequel on peut essayer de travailler, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la chaîne entre le site e-commerçant et son client qui vient pour effectuer un achat, jusqu'à la réception des fonds sur le compte bancaire de ce commerçant. Donc une chaîne qui paraît assez simple, un paiement qui peut aller assez vite, mais il y a quand même en intermédiaire des prestataires de confiance sur lesquels il faut s'appuyer, qui ont cette intelligence pour le paiement. Et il y a une vraie opacité, une complexité sur le marché de l'e-commerce aujourd'hui, avec plus d'une centaine d'opérateurs qui existent en Europe. Donc ça laisse beaucoup de choix, peut-être trop de choix. Donc il est essentiel d'avoir peut-être les bons réflexes pour pouvoir identifier quel va être le bon prestataire de paiement. Parce que clairement, là, c'est vrai que en tant qu'e-commerçant, alors qu'il se lance ou pas, mais en tout cas, pour lui, c'est voilà, j'ai besoin de pouvoir encaisser mes transactions. Donc après, il y a plusieurs étapes aussi qui sont ici, et on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe derrière. En fait, on a juste l'impression que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs et qu'en tant qu'acheteurs, on met nos numéros de carte bleue, on a un retour, c'est bon, tout est instantané, comme c'est écrit ici, en moins d'1 seconde, tout est fait. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça, et c'est pour ça qu'on va rentrer dans le détail avec toutes tes explications et ton explication. Exactement. Et c'est là où il faut avoir peut-être un premier réflexe. C'est d'essayer de revenir sur des labels de confiance qui sont là. C'est-à-dire que le paiement, touchant à des flux monétaires, on est quand même sur un secteur d'activité qui est très réglementé. Donc il y a des labels de confiance sur lesquels on peut s'appuyer pour faire une bonne sélection du prestataire de paiement. Et en effet, dans un deuxième temps, on découlera sur cette chaîne, comment le paiement va se dérouler de A jusqu'à Z, pour essayer de simplifier et d'ouvrir la compréhension de cela à tout le monde. Mais comment choisir le bon label? Il y a quelques labels qui doivent être réflexes pour le commerçant dans son choix et sa sélection de méthode de paiement. Le premier, c'est un label qu'on appelle le PCI DSS. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais qu'est-ce que c'est que le PCI DSS? Le PCI DSS, il a volonté à être ici comme un label de confiance qui garantit au commerçant que son prestataire de paiement va être en capacité de bien protéger les données financières qu'il va processer, qu'il va utiliser. Pour protéger ces données financières, le prestataire de paiement a une démarche assez lourde à faire. Il faut aménager les bureaux, il faut équiper les serveurs, il faut protéger, il faut compartimenter un petit peu tout cet aspect technique. Donc voilà, il faut créer un gros coffre-fort en quelque sorte, et qui est remis en danger tous les ans. Tous les ans, la certification est à repasser pour être sûr que ces critères fondamentaux de sécurité sont respectés. C'est une certification payante? C'est une certification qui n'est pas nécessairement payante, mais qui implique beaucoup d'investissement. Donc, ça revient quand même à quelque chose d'assez lourd et conséquent. Et cette notion de PCI DSS, elle est suivie de près par des réseaux de cartes comme Visa et Mastercard qui s'attachent à ce que les prestataires de paiement suivent bien cette logique-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les faits, le prestataire de paiement va être testé toute l'année par des sociétés, des prestats externes, pour des tentatives de piratage sur leur réseau serveur pour s'assurer que tout est stable, que tout est opaque et qu'il n'y ait pas de problématique. Donc ça, c'est le label que tu as appelé PCI DSS. Donc c'est un premier label de confiance. Il y a un deuxième label de confiance qui est aussi important, voire plus, c'est de s'assurer que le prestataire de paiement avec lequel vous allez travailler est bien régi par la CPR. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel
française qui permet de délivrer une licence auprès d'établissements de paiement ou banques pour qu'elles aient l'autorisation d'ouvrir et d'émettre des contrats de vente à distance. On verra un peu plus tard ce que c'est qu'un contrat de vente à distance, mais concrètement parlant, pour que la société de paiement puisse bien encaisser les flux et les reverser sur le compte bancaire qui est la cible finale. D'autres labels peuvent exister, comme Visa Merchant, Mastercard Agent, Visa Agent et Mastercard Agent, qui sont des éléments d'importance qui prouvent que le prestataire de paiement a bien fait les démarches de sécurisation. D'accord. Et en général, donc, on cumule ces labels pour sécuriser aussi le client qui vient chez nous. Et donc, l'IRA a tous ces labels-là? Bien sûr, tout à fait. L'IRA opère avec tous ces labels-ci, mais il faut que le marchand garde en réflexe. Voilà, je ne vois pas un CPR, je ne vois pas PCI DSS. Bon, j'évite peut-être ce prestataire parce que je ne suis pas nécessairement dans un cadre très structuré. C'est les deux labels à garder en mémoire et à vérifier. Ok. Tout à fait. Et ça va nous amener donc du coup peut-être sur la slide suivante où on va pouvoir essayer de décrire ce qu'est la chaîne de valeur du paiement et comment elle procède. D'accord, donc juste on met concret. Je suis un utilisateur, je fais un paiement, voilà ce qui se passe en back-office quoi. Exactement, voilà. C'est-à-dire que on a bien cheminé, on a rentré ses numéros de carte, on a cliqué sur le bouton payer. À partir du moment où on clique sur le bouton payer, on rentre dans ce système-là. Dans ce système, la première étape qui est la plus fondamentale, c'est qu'on va passer par une plateforme technique. Cette plateforme technique, communément appelée sur le marché PSP, va permettre de pouvoir enregistrer la demande du commerçant et de sa commande. Mais cette PSP, elle est là pour centraliser toute la profondeur fonctionnelle, tous les moyens de paiement, les modes de paiement qu'on balayera tout à l'heure, qui permettent à un commerçant de pouvoir encaisser la transaction normalement. Donc ça, c'est la partie qui est plutôt visible pour les commerçants. Jusque-là, pas de grande surprise. Non, là, non. Mais pour la PSP, ce qu'elle fait d'autre, c'est qu'elle va être connectée au réseau bancaire, elle va être connectée avec les différents moyens de paiement pour s'assurer que quand elle envoie une requête de paiement, elle arrive bien jusqu'à ce moyen de paiement. Donc c'est une deuxième étape qui est plutôt, on va dire, transparente, invisible, celle-ci de la part du commerçant ou de l'utilisateur, sur lequel il y a un gros travail technique de construction qui doit être fait pour être en compatibilité avec tous les moyens de paiement et des gros travaux de certification, là encore une fois, pour être dans une logique locale de marché. Avant d'envoyer cette requête de paiement, dans l'instantanéité, la plateforme technique, elle va aussi devoir, si elle peut, si elle a cette capacité fonctionnelle, essayer d'accompagner le commerçant avec une bonne analyse dans ce temps réel de la fraude et du risque de cette transaction, de manière à toujours être en capacité de savoir si le commerçant doit faire confiance à ce client, plutôt bloquer cette transaction ou prendre quelques sécurités pour éviter d'avoir un risque quelconque à ce niveau-là. Et ça, du coup, le temps de réponse, il est très rapide, quoi. C'est vraiment dans l'instantanéité, à partir du moment où cette plateforme de lutte contre la fraude est intégrée à la plateforme technique. Parce qu'on peut trouver plusieurs variantes là aussi sur le marché. On a des solutions de lutte contre la fraude qui sont natives à la PSP, d'autres qui sont totalement indépendantes. D'accord, et du coup, il faut les connecter avec la plateforme technique choisie. Exactement. Donc, certains commerçants choisissent de la connecter avant la requête de paiement, d'autres après. Donc, ça, c'est les choix des commerçants. Mais dans l'idée, le plus simple, et pour qu'on gagne en légitimité et que ce soit plus naturel, il est mieux qu'elles soient intégrées dans la plateforme de paiement. Surtout, ça fait des coûts peut-être supplémentaires de faire développer justement cette partie connecteur entre la plateforme technique et... Vous avez tout compris. C'est-à-dire que vous allez empiler des contrats, vous allez empiler une complexité technique pour une instantanéité qui va nécessairement être un peu plus mise en difficulté, qui risque même de disparaître, alors que quand tout est intégré dans la plateforme de paiement, on garde le temps réel, donc l'analyse elle est immédiate, mais en plus de ça, on va pouvoir travailler sur les données que le commerçant possède déjà, mais aussi sur les données que la plateforme va apporter en supplément. Je ne vais pas plus loin sur cette partie-là, on y rentrera en détail tout à l'heure sur un focus fraude en particulier. On est d'accord, l'IRA est une plateforme technique. L'IRA aujourd'hui, par le biais de Payzen, Payzen est littéralement une plateforme technique. Et c'est vraiment la brique de service qu'elle propose. Ces plateformes techniques aussi, on les retrouve, on le verra dans le slide suivant, on les retrouve attachées aux banques. C'est-à-dire que les banques sont obligées de s'appuyer sur ces plateformes techniques. Généralement, elles proposent un produit qu'elles package en rendant cette plateforme technique invisible. Mais nous, dans notre cas, par exemple, Payzen travaille aujourd'hui avec plusieurs banques en France, comme Natixis, Société Générale, Crédit du Nord, sur lesquelles Payzen est la plateforme qu'ils utilisent sur du paiement. Donc ça, c'est une première étape, l'étape fondation qui permet vraiment de s'appuyer et de construire sur quelque chose de sain pour router la transaction
pour aller un petit peu plus loin. Elle est passée au travers de l'outil de lutte contre la fraude et elle va arriver au niveau de la collecte. Parce qu'on est resté juste sur une communication technique. À partir du moment où elle arrive au niveau de la collecte, là on rentre dans d'autres prestataires, des opérateurs de paiement qui vont prendre le relais, où on peut retrouver des établissements de paiement, on peut retrouver des banques, on peut retrouver des wallets, on peut retrouver des acquéreurs. Donc une famille assez large encore. Oui. Cette famille-là va plutôt gérer l'aspect financier de la transaction. En gérant l'aspect financier de la transaction, son rôle, c'est de s'assurer que la requête qui a été envoyée par la plateforme soit bien validée par le moyen de paiement en question pour qu'elle puisse collecter l'argent qui est dû au commerçant. En collectant cet argent, elle va essayer d'apporter, elle, des valeurs un petit peu différentes. Si je schématise, les banques vont se limiter donc à collecter l'argent, le mettre à disposition et l'envoyer immédiatement sur le compte bancaire. Les établissements de paiement vont essayer d'aller un peu plus loin. Ils vont collecter l'argent, ils vont prélever à la source les commissions qui leur sont dues, essayer de consolider les éléments financièrement pour que le commerçant n'ait pas de problème et de contraintes techniques et comptables, et ensuite virer les fonds sur le compte bancaire. Le wallet, lui, va avoir une approche un peu différente, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc cet aspect collecting est un métier un petit peu différent. Et là, encore une fois, ce métier collecting va permettre, lui, de collecter d'autres informations qui viennent des moyens de paiement, des banques émettrices qui mettent la carte des clients, des commerçants, qui permettront d'aller plus loin dans la chaîne de valeur qu'on verra tout à l'heure. Et enfin, bien sûr, il faut procéder au reversement. Et là, encore une fois, en fonction de la typologie des opérateurs que l'on peut trouver, les reversements sont plus ou moins longs. Une banque, généralement, arrive à reverser les fonds qui ont été encaissés par le commerçant immédiatement sur le compte bancaire. Les établissements de paiement vont prendre entre 1 et 7 jours pour faire le virement. Ça va dépendre des moyens de paiement, dépendre du pays de l'entreprise, pour reverser le tout sur le compte bancaire. Et les wallets peuvent avoir des fréquences un peu plus longues de reversement, pouvant aller jusqu'à 15 jours sur le reversement sur le compte bancaire. Donc ces différentes briques de valeur nous amènent à s'apercevoir qu'on peut cumuler beaucoup d'interlocuteurs dans une chaîne de paiement. Donc tout le challenge pour nos commerçants, c'est d'arriver à trouver comment éviter cet empilement et comment réussir à trouver le meilleur point d'équilibre pour s'assurer de bien encaisser tout en ayant la meilleure conversion et sans avoir trop de complexité. Du coup, tu nous parlais justement des wallets, des établissements de paiement, etc. Donc, il y a vraiment 3 familles qui sont principales dans le monde, dans cette chaîne de valeur, qui prennent de la place. Et du coup, tu peux un peu plus les expliquer parce que peut-être que c'est pas clair non plus pour tout le monde. C'est vrai que c'est quand même un domaine qui, comme ça, est pas très compliqué, on dirait. Mais on dirait. Parce qu'en fait, quand tu parles, on se rend compte que c'est compliqué, en fait. C'est vrai que le propre du paiement, c'est la complexité. Et c'est quelque chose qui est voulu et qui est cultivé par les cartes Visa et Mastercard qui se nourrit de cette complexité. Le réglementaire en rajoute quelques éléments de complexité, donc il faut qu'on essaye de resimplifier tout ça. Donc, c'est ça. Vous l'avez très bien dit, c'est l'approche. Il y a 3 familles principales. Une première qu'on évoquait tout à l'heure, sur laquelle on retrouve Payzen, mais on retrouve aussi les banques qui, elles, packagent leurs solutions. Donc, on a peut-être moins d'interlocuteurs. Je parlais d'une centaine de sociétés en Europe. Si on devait cibler cette catégorie-là de Payment Service Provider, on peut peut-être dire qu'il y a une vingtaine, une trentaine de Payment Service Provider. Ça dépend à partir de quelle taille on considère qu'on peut les prendre dans le périmètre, mais environ une trentaine en Europe. D'accord. Et donc, ces plateformes-là, elles ont un axe un petit peu différenciant. C'est-à-dire que elles vont essayer d'avoir la maturité suffisante et la profondeur fonctionnelle suffisante pour vraiment répondre un peu à tous les use cases et à tous les métiers qu'elles rencontrent. De ce fait, ayant un historique aussi plus ancien, ce sont des métiers, les premières plateformes qui existaient dans le paiement étaient déjà sur ces business models-là. Donc il y a une historique un peu plus profond. Donc c'est les plateformes qu'on va retrouver sur tout le top e-commerce. Tous les plus gros commerçants aujourd'hui travaillent essentiellement avec ce type de plateforme-là. Pourquoi ces gros commerçants s'y retrouvent avec un intérêt tout simple, c'est que vous l'imaginez bien, plus on est gros, plus les prix dans le paiement sont faibles. C'est assez proportionnel. C'est mathématique, je dirais presque. À partir de là, les commerçants ont tous cette problématique-là. Plus ils sont gros, plus leurs marges sont peut-être un peu serrées ou plus ils ont des problèmes d'optimisation. Donc, ils vont essayer d'aller chercher de l'économie supplémentaire sur le paiement en faisant en sorte d'avoir peut-être plusieurs prestataires de paiement. Et donc, ils peuvent avoir plusieurs PSP. Et s'ils n'ont qu'une PSP, dans cette même PSP, ils peuvent avoir plusieurs banques qui vont faire l'acquisition.
On a, sans rentrer dans une complexité trop lourde, la possibilité avec des grands comptes, des grands commerçants, de faire du déliassage, par exemple. Du déliassage, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai un client qui est au Crédit Agricole, j'ai ouvert un contrat de vente à distance avec le Crédit Agricole, j'ai un client qui est avec Société Générale et un qui est avec BNP, j'ai aussi ouvert des contrats de vente à distance avec ces banques-là, et vu que je vais envoyer la transaction de cette carte Crédit Agricole sur le contrat de vente à distance Crédit Agricole, je vais payer moins cher. Parce que pour la banque qui encaisse la transaction, elle va considérer que c'est resté chez elle, donc je compresse un peu les coûts. D'accord. Voilà, pour schématiser Ok. un peu Ça peut la en approche. arriver là, quoi. Exactement. Et on va D'accord. chercher des niveaux d'optimisation assez Ok. profonds. Il y a d'autres leviers qui font que il y a la notion de vouloir stabiliser aussi les risques techniques, c'est-à-dire que quand on a une grosse volumétrie, on ne peut pas se retrouver à avoir une coupure de service ou avoir quelconque risque. Donc souvent, ils préfèrent empiler les prestataires, avoir ce qu'on appelle des prestataires backup, entre guillemets, qui leur permet d'avoir un flux continu, quelle que soit la situation qui puisse se présenter. Malgré tout ça, les plateformes techniques ne sont pas dédiées uniquement aux grands comptes. On va les retrouver aussi sur des comptes plus petits ou des comptes de taille intermédiaire qui, eux, nativement, ont déjà leur contrat de vente à distance avec leur banque et vont se dire « j'ai juste besoin de la plateforme technique ». Et donc, ils vont se mettre en recherche de la plateforme technique. Donc, on a cette première catégorie qui est la catégorie la plus ancienne, historique, et qui permet de répondre au paiement, quelle que soit la typologie du marchand. Business model quand même un peu particulier, on y reviendra peut-être plus tard. Établissement de paiement. Ça, c'est une nouvelle vague qui est arrivée il y a 4-5 ans, qui a commencé à naître grâce à la possibilité, avec l'Union européenne, de passeporter différentes licences. On parlait de la CPR en introduction. Oui. Il peut y avoir d'autres pays qui délivrent des licences. Et donc, avec le passeportage, ça permet à certains opérateurs de venir dans des pays plus facilement. On a pu voir ça en France. On a aussi vu des Français qui ont lancé leur établissement de paiement. Mais l'établissement de paiement, ça veut dire quoi là aussi? On va essayer de simplifier la brique. C'est-à-dire qu'on avait la plateforme technique d'un côté, on avait la banque de l'autre. La communication, des fois, entre les deux n'est pas optimale. Communication technique, communication fonctionnelle, communication simple, humaine, qui n'est pas forcément le plus naturel. Mais on va réconcilier les deux. Et on va les consolider en un seul et même produit. En consolidant en un seul et même produit, ça permet de dégager des nouvelles valeurs ajoutées pour les commerçants. Ces commerçants qui vont être intéressés par l'établissement de paiement, ce sont des commerçants qui, eux, n'ont pas eu le temps de tout développer et qui ont besoin de gagner de la productivité, qui subissent, avec bonheur, mais qui subissent leur croissance qui est peut-être un peu trop rapide et qui ne leur permet pas de prendre un peu de recul sur l'optimisation. L'établissement de paiement, il va prendre le relais en faisant bien sûr du paiement, mais en faisant aussi un accompagnement sur l'expertise, un accompagnement sur la lutte contre la fraude, avec peut-être des choses qui peuvent être davantage déléguées auprès de l'établissement de paiement, et en mettant à disposition des fonctionnalités qui permettent aux commerçants de gagner du temps. Je pense, on en parlait tout à l'heure très rapidement, mais être en capacité de donner une fonctionnalité de réconciliation financière à un commerçant qui fait 10 millions de chiffre d'affaires annuel par exemple, on va lui faire gagner entre 1 et 2 heures par jour. Donc ça va l'aider à aller un petit peu plus loin. Mais on va revenir à notre sujet. Notre sujet, c'était la volonté d'aller chercher de la conversion et d'aller optimiser le tunnel. Dans ce cadre-là, et on le détaillera bien tout à l'heure, l'établissement de paiement, communiquant mieux entre la partie financière et la partie technique, permet d'optimiser aussi au niveau de la conversion. Je ne vous en dis pas plus, on reviendra dessus tout à l'heure. Et le wallet, pour finir. Juste une petite question. Mais est-ce que, parce qu'en fait, tu dis que le PSP, l'avantage, c'est justement d'être multibanque. Ouais. Mais est-ce que c'est pas possible d'avoir plusieurs contrats VAD, du coup, que tu mets dans ton établissement, avec l'établissement de paiement et plusieurs banques? C'est une très bonne question. C'est tout à fait possible, mais c'est très rare. C'est-à-dire que pour la plupart des établissements de paiement, ils ne veulent pas trop partager le gâteau. Donc, ils n'ont pas la volonté de se dire bon, je vais laisser une partie des flux à une banque qui va avoir un contrat de vente à distance, et puis je vais prendre qu'une autre partie des flux. Nous, c'est le parti qu'on a pris chez l'IRA. C'est-à-dire qu'on estime que le commerçant peut avoir besoin d'une flexibilité plus forte. Donc, on doit pouvoir jouer avec la possibilité d'avoir des flux sur l'établissement de paiement et d'autres avec sa banque historique et de pouvoir partager. Mais c'est vrai que les établissements de paiement ont plus de mal dans cet axe-là, ce qui peut se comprendre. Oui, ça peut se comprendre. Oui. Par rapport à leur business model. Ok. Et le troisième élément, wallet. Le wallet. Donc le wallet, lui, est très atypique. Donc wallet, on retrouve PayPal, par exemple. On va retrouver des wallets plus niches, type MangoPay, qui permettent de pouvoir travailler sur des secteurs d'activité un peu spécifiques. Donc le wallet comme PayPal, je ne vous le présente pas.
il a un historique très, très long, et il permet à certains utilisateurs qui ont déjà leur compte d'être satisfaits de pouvoir utiliser leur compte en allant payer chez un commerçant. Donc c'est ce qu'on va appeler un moyen de paiement assez classique, atypique, qui vient en complément du paiement par carte. Très simple. Mais pour les petits commerçants qui débutent, qui se lancent sur un projet et qui ne savent pas réellement comment ça va prendre, où c'est que ça va mener, ils ont besoin de quelque chose de simple, rapide. Ils peuvent ouvrir ce compte avec PayPal, ça coûte beaucoup plus cher, mais ils peuvent débuter avec une solution qui est très simple, avec d'autres, je parle de PayPal, MangoPay, c'est le plus renommé. Mais, oui, et puis clairement, même les utilisateurs ont plus de comptes PayPal que ce qu'ils vont avoir peut-être d'autres comptes de wallet. Donc c'est vrai que PayPal, je pense que c'est adapté dans le cas. Tout à fait, ça peut être la réflexion naturelle du commerçant. Mais après, on va retrouver des commerçants qui ont des use cases un peu plus spécifiques. Alors attends, quand tu dis use case? Oui, des pratiques, des besoins métiers particuliers. Je pense à un business model qui est assez nouveau, qui est le crowdfunding, vous savez, qui permet de financer certains projets. Là, on a besoin dans le paiement d'être capable d'identifier l'utilisateur, d'identifier le bénéficiaire. Et là, le wallet est un produit qui se prête à perfection pour traiter les paiements dans ce business model-là. Là où le PSP et l'établissement de paiement ne vont pas nécessairement savoir répondre à cause de contraintes, encore une fois, réglementaires et de besoins métiers particuliers. Donc, des opérateurs comme les Monway, par exemple, font très bien ce genre de choses. Vous avez la cagnotte aussi. Alors, la cagnotte, ça s'est vite répandu. On fait tous des cadeaux en cagnotte maintenant, des pots de départ en cagnotte, où on retrouve cette volonté avec le wallet de pouvoir simplifier les choses. Et ils sont aussi soumis à ces labels et à ces certifications, les wallets Tout à fait. C'est un degré de licence un peu inférieur, un peu moins contraignant. Vu que ça reste, vu que c'est moins du direct, que c'est quand même un porte-monnaie électronique en fait, donc du coup, je sais pas, c'est pour ça que je me suis posé la question s'ils avaient ces mêmes exigences ou pas. Oui, vous faites bien de poser la question. En fait, un établissement va lui devoir obtenir une licence d'établissement de paiement. Donc ce qu'on appelle une licence EP. Dans leur cas, eux, ils vont avoir besoin d'une licence d'établissement de monnaie électronique. D'accord. Donc une licence EME. La licence EME est un peu moins contraignante à obtenir que la licence établissement de paiement, mais elle a ses contraintes quand même malgré tout. On reste sur de la gestion de flux financiers, donc ces licences sont bien obligatoires. D'accord. Et ça, c'est plus à l'échelle mondiale, peut-être Non, toujours à l'échelle européenne. Toujours européenne, d'accord. Encore une fois, on bénéficie de cette chance en Europe, c'est que l'Union européenne permet d'avoir des licences qui puissent être passeportées sur plusieurs pays. Dès qu'on sort de l'Europe, à chaque fois, c'est une licence par pays. D'accord, ok. Et ça complexifie un peu les choses. Donc l'Europe permet d'avoir peut-être une licence plus globalisante. Mais si vous avez une société en Amérique du Nord, une société en Amérique latine, il faut que vous soyez attentif à ce que le wallet en question ait bien la licence locale. D'accord, ok. C'est une petite spécificité différente. Oui, c'est vrai. Donc du coup, on a bien ces trois familles. Donc le plus courant, on va dire, c'est quoi? Alors c'est plutôt l'établissement de paiement qui est quand même le plus utilisé. Je sais même pas. Ça va dépendre réellement du focus, mais dans l'ensemble, pour parler de manière très transparente, aujourd'hui, le payment service provider plus la banque, c'est 70% du marché dans le paiement. Okay. Pourquoi? Parce que les banques les proposent en solutions packagées, parce que ce sont des solutions qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, et puis parce qu'il y a toujours cet attrait sur le prix. Donc on peut peut-être parler de business model en 2 minutes, mais si vous voulez, sur le payment service provider, il va y avoir un abonnement à payer qui va inclure un certain nombre de transactions. Vous avez un coût fixe à la transaction en plus, si vous sortez de ce forfait-là, et un pourcentage appliqué par la banque. D'accord. Généralement, le pourcentage appliqué par la banque, il est entre 20 et 30% moins cher que ce que va appliquer un établissement de paiement. Pour donner une notion, tout dépend des volumes d'affaires du commerçant, mais on est à peu près là. L'établissement de paiement, lui, ne va pas prendre d'abonnement. Il va prendre un coût à la transaction aboutie uniquement et il va se rémunérer uniquement quand le commerçant génère du chiffre d'affaires. Mais il va demander un tarif un peu plus complexe. Sur la partie wallet, on a 4 fois le prix de l'établissement de paiement à peu près. Donc dans les échelles de valeur, il y a quand même des marges d'écart, des petites différences, ce qui fait que l'établissement de paiement croît assez vite. Il y a ne serait-ce que 4 ans, on était peut-être à 5% de part de marché. Aujourd'hui, on se rapproche des 20, 25. Donc, il y a quand même une transformation. Les établissements de paiement allant plus loin aussi, ils essayent de proposer aujourd'hui des solutions omnicanal qui permettent d'encaisser en e-commerce, d'encaisser en proximité. Donc, ils essayent de se différencier par l'innovation, de se différencier par la nouveauté. Les payment service providers le font aussi, mais souffrent dans certains use cases, comme la marketplace en particulier, de ne pas être en capacité de pouvoir suivre le schéma réglementaire. Donc là, chacun a sa position.
On va dire que l'établissement de paiement est la nouvelle tendance avec Mhm. ce qu'on appelle communément les fintech, Oui. qui poussent assez fort. Mhm. Et les wallets sont plutôt sur des positions de niche. D'accord, donc si je résume, pour les établissements de paiement, donc qui est quand même le plus répandu, enfin, qui est en train en tout cas de bien se répandre, il y a, il y a l'IRA par exemple, du coup qui est PSP. Oui, Voilà. tout à fait. Il y a l'IRA, il y a la banque, il y a l'e-commerçant. Et en fait, quand l'e-commerçant souscrit auprès de sa banque, par exemple PZN, Mhm. en fait c'est vous derrière, c'est ça, qui avez tout le package, qui fournissait toute la partie technique et qui travaillait avec la banque pour fournir le au e-commerçant. C'est presque ça. En effet, c'est dans l'idée, c'est-à-dire que le commerçant, il va aller voir sa banque, il va dire à son banquier, bon, mais voilà, je lance ma société, j'ai besoin d'ouvrir un compte bancaire et j'ai besoin d'un contrat de vente à distance Mhm. pour encaisser mes ventes e-commerce. Le banquier va lui dire, très bien, il n'y a pas de souci, voilà, j'ai un package qui vous permet de pouvoir encaisser en ligne. Ce package s'appelle Sogé Commerce, par exemple, s'il allait voir sa banque Société Générale. Dans le cadre de Sogé Commerce, il va retrouver son contrat de vente à distance et la plateforme technique à intégrer. La plateforme technique de Sogé Commerce, par exemple, dans ce cas précis, c'est PZN qui est derrière. Ok. Donc, il aura un package complet qui voudra être assimilé à un établissement de paiement, mais on est quand même sur deux briques fonctionnelles dissociées D'accord. que la banque package pour simplifier au maximum les choses pour leurs commerçants. Ok, d'accord. Et donc après, il y a l'option aussi d'installer directement sur son site internet PZN. Tout à fait. Voilà, qui est, donc là c'est hors banque, ça ne concerne pas la banque, et c'est vraiment d'installer là du coup en passant par le PSP, la partie PSP, c'est ça? Exactement. Directement. Et là j'installe mon module, par exemple j'ai Magento, j'installe mon module Magento PZN, et là du coup j'ai accès directement à toutes les fonctionnalités que propose le module, Exactement. sans passer par la banque. Sans passer par la banque directement. Directement, C'est-à-dire que parce le compte, PZN va quand même demander à ce qu'il y ait un contrat de vente à distance qui vienne Oui. se câbler. Donc, ça peut être un contrat de vente à distance bancaire, ça peut être un contrat avec des acquéreurs. Il y a des acquéreurs internationaux qui ouvrent des contrats de vente à distance sans faire la prestation technique de plateforme. Donc, il suffit d'activer le compte sur PZN. PZN, après, est très simple à intégrer, propose les bonnes API ou les Oui. modules CMS qui correspondent bien. Il y en a plus d'une quarantaine, donc ça laisse largement le choix Oui, ça laisse le choix, oui. de trouver le plus pertinent pour pouvoir faire l'activation. Et donc, c'est assez simple pour le commerçant, mais ça lui demande quand même de signer un contrat avec PZN et de signer un contrat avec sa banque. Mais ce qui n'est pas un problème en soi. Très souvent, Non, le commerçant, en général, il a déjà ça. Voilà. Après, c'est juste qu'il va essayer d'auditer un peu et de regarder quel module de paiement mettre. Mais c'est vrai que nous, on installe souvent justement le module directement de paiement. Et c'est vrai que quand même récemment, sur les derniers projets qu'on a fait, on a plus installé des modules de paiement directement, donc certainement en passant par la partie PSP directement, plutôt que les contrats par la banque. Ouais, je comprends. Voilà, je comprends. Ce qui n'est pas plus mal, ça veut dire que le commerçant commence à prendre du recul, à prendre plus le temps d'analyser ses prestataires de paiement et à choisir lui-même plutôt qu'à prendre de la solution packagée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il est en maîtrise de toutes ces briques de paiement. Et puis après, il a toujours l'alternative pour celui qui n'a pas de compte de vente à distance avec sa banque, de passer par l'IRA Collect aussi ou un autre établissement de paiement. Ouais. Et c'est la même logique derrière. C'est un module CMS, activation simplifiée, un seul contrat. Bah oui. Ok, bon, très ça bien, c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Bon, parfait. Alors, du coup, on va passer dans le sujet vraiment de la conversion. Et comment est-ce que on pourrait réussir à convertir? Quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour convertir, pour que la chaîne de valeur qu'on a vue plus haut arrive à aboutissement? C'est-à-dire qu'elle soit faite et on soit arrivé à la fin de cette chaîne de valeur. Et c'était le reversement, me semble-t-il, le dernier point. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est un élément qui est important, d'autant plus qu'on le voit, les e-commerçants sont dans un univers de plus en plus concurrentiel, le marché vient à maturité, donc ils travaillent tous sur les différentes étapes de leur fil d'Ariane, les différentes étapes du tunnel de conversion. Et souvent, le paiement arrive en dernier et on se dit, bon, j'ai réussi à aller travailler mon taux de conversion, j'ai obtenu 3% de conversion sur mon tunnel, je suis plutôt satisfait. Si je perds 80% de ces 3% quand j'arrive à la partie du paiement, c'est dommage, j'ai travaillé dans le vide. Donc c'est là où nous, prestataires de paiement, on se doit d'apporter une innovation et on se doit d'apporter des réponses pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la logique dans la gestion de la conversion du paiement. Et donc pour ça, on a voulu faire un focus sur ce qu'on va estimer les 6 étapes principales qui permettent de travailler simplement la conversion pour le commerçant.
Du coup, le premier levier, en tout cas voilà, pour toi, de conversion, c'est les moyens de paiement. Oui. Les moyens de paiement, c'est vraiment la question que le commerçant doit bien identifier. C'est-à-dire qu'il est toujours délicat de vouloir commencer juste avec CB, Visa, Mastercard. On se dit, bon, ça suffit, je fonce, j'avance et on verra ce qui se passe. Voilà. C'est une bonne approche, ça permet de débuter plus rapidement, mais il faut réussir à prendre le recul et se poser la question de se dire, OK, quelle est ma cible clientèle? Quelle est la spécificité de mon produit? Comment je vais le vendre? Est-ce qu'il est très cher? Et surtout, est-ce que je vais partir à l'international ou pas? On sait aujourd'hui qu'il y a 51% des PME et TPE qui commercialisent à l'international. Donc l'international devient accessible pour tout le monde. Mais l'international ne fonctionne pas du tout comme la France dans le paiement. C'est ça. Chaque pays a une spécificité. Pas que dans le paiement, mais en effet. Mais pas que dans le paiement, dans le marketing aussi, Ouais. à tous les niveaux malheureusement. Mais c'est vrai que du coup dans le paiement, il faut faire un petit focus, reprendre un pas de recul pour pouvoir toujours être en capacité de trouver le bon moyen de paiement. Pour rester sur l'internationalisation, si un commerçant souhaite juste aller en Belgique par exemple, on reste dans un pays francophone, pas que, mais francophone essentiellement, qui est frontalier. Pour aller en Belgique, si on ne met pas en place Bancontact Mister Cash, les chances de succès commercial de ce développement international vont être plutôt limitées. Pourquoi? Mister Cash? Bancontact Mister Cash, Bon, qui est un moyen de paiement local. D'accord. C'est une carte qui est utilisée en Belgique, D'accord. qui, pour certaines, sont co-brandées Maestro, avec D'accord. Bancontact Mister Cash, ou d'autres qui sont juste Bancontact Mister Cash. Mais D'accord. pour faire ce paiement, c'est un peu particulier. Vous êtes sur votre PC, vous allez rentrer les numéros de carte, sauf que pour valider les paiements, vous avez un petit boîtier qui fait tourner les numéros à côté et que vous devez saisir pour pouvoir valider le paiement. C'est l'équivalent d'un 3DS, D'accord. mais en Bancontact Mister Cash. Ok. Donc très atypique, et ça recouvre à peu près 55% des paiements en Belgique. Ah oui. Donc aller en Belgique avec ce trou dans la raquette, c'est compliqué. On va avoir quelques ventes perdues nécessairement. Donc ça peut être un exemple pour la Belgique. L'Allemagne est encore pire. Si on va en Allemagne, la carte, c'est la marge au paiement. Quand en France, on fait 85% des paiements en Visa Mastercard, en Allemagne, on a à peine 20% des paiements qui sont en carte. Et Visa du coup, c'est Mastercard. quoi l'autre levier utilisé? On va utiliser plusieurs leviers, ça va dépendre du business model du commerçant. Mais pour un commerçant qui va travailler dans le retail, par exemple, il va pouvoir faire de l'instant payment avec une solution qu'on va appeler Sofort, D'accord. qui veut dire immédiat en allemand. D'accord. C'est donc un paiement qui se fait par virement bancaire. Sofort, c'est 60% des paiements en Allemagne. D'accord. Donc c'est plus Solution. le virement bancaire en Allemagne. Exactement. Qui est pratiqué. Vous faites du retail, donc vous livrez des produits physiques, je ne sais pas, vente de chaussures. Le paiement sur facture est un élément important. Paiement sur facture, on va retrouver Klarna, qui bizarrement a été racheté par Sofort. Le D'accord. paiement se recentralise un petit peu. Ok. Klarna, ça représente 20% des paiements en Allemagne. Et ça permet de payer sa transaction uniquement quand on reçoit le colis à domicile. D'accord. Donc, On paye à la réception de la commande. vraiment à la réception. Et donc les Allemands consomment énormément par ce biais-là. Et on peut aller plus loin pour finir sur un autre moyen de paiement qui est peut-être un peu atypique. Si on va au Portugal, Multibanco, qui couvre à peu près 70% des paiements au Portugal, vous devez imprimer un petit code ou noter votre code, aller au TPE du coin, au guichet de retrait automatique, saisir votre code pour que le paiement soit validé en e-commerce. Donc il y a un lien entre le physique et l'e-commerce qui se fait, mais si vous n'avez pas Multibanco au Portugal, vous passez à côté du marché. Oui, de beaucoup de ventes. Exactement. D'accord. Et donc ça, justement, un prestataire comme PZN ou Lyra, après je sais pas comment il faut appeler vraiment, mais qui c'est qui pourra vraiment répondre à ces questions-là si par exemple un e-commerçant il veut s'implanter dans plusieurs pays d'Europe, il peut faire appel à vous pour savoir quels sont les moyens de paiement. Donc deux questions en une. Je vais répondre à la première qui est la plus simple. Ouais. Donc il faut nous appeler Lyra, Ouais. qui est le nom du groupe, PZN étant D'accord. un produit dans Lyra, Mhm. comme Lyra Collect. Donc société qui est nommée Lyra. Mais oui, la question, elle est pertinente. Comment faut-il faire? Il faut trouver le prestataire de paiement qui ait un peu de maturité à l'international et qui sache vous conseiller, parce que ce n'est pas forcément facile quand on veut se lancer à l'international. Si on doit aller faire les enquêtes pour chaque marché qu'on veut pouvoir lancer en opportunisme, on n'avance jamais au final. Donc il faut que vous puissiez vous appuyer sur les tiers de confiance. Ça, c'est le Et puis premier élément. surtout, on a envie, j'imagine, en tant qu'e-commerçant, d'installer un module ou de faire appel à un prestataire qui nous permette de tout centraliser. couvrir. On n'a pas envie d'installer plusieurs modules de paiement divers et variés. Ça Tout à fait. surcharge. C'est le deuxième élément. C'est-à-dire que
un, le conseil, vous accompagner à choisir les bons moyens de paiement, et deux, forcément, les compatibilités des plateformes à avoir ces moyens de paiement-là. Ces moyens de paiement, c'est lourd à intégrer pour une plateforme de paiement ou pour un établissement de paiement. Il faut que vous sachiez que ça va prendre entre 1 mois et 2 mois de développement, ou 3 mois en fonction de la capacité de développement de chaque société à mettre en place. Nous, on a pris le parti d'en faire un développement fort. On a plus de 100 moyens de paiement aujourd'hui qui sont disponibles sur la plateforme, parce qu'on sait que c'est un problème de fond sur la conversion. Mais là, on parlait de l'internationalisation. On peut avoir aussi le problème sur des problématiques beaucoup plus métiers. On va parler par exemple de travel, de voyage. Si demain je souhaite, moi en tant que consommateur, acheter mon voyage pour l'été prochain, j'ai de la chance dans ma société, on me donne des chèques vacances qui me permet peut-être d'avoir un peu moins à investir. Ces chèques vacances, il faut que je puisse les utiliser. Pouvoir les utiliser aujourd'hui sur du paiement e-commerce, c'est pas simple. On est très peu de plateformes à pouvoir le proposer, et ça va permettre de répondre à un besoin qui est vraiment problématique pour la société du travel, qui se dit, moi mon métier, c'est de pouvoir être en capacité de vendre le plus possible de voyages, et par les biais qui sont les plus logiques dans le voyage, donc le chèque vacances. Mais ce chèque vacances, je vais être obligé de continuer à gérer le papier. Je n'arrive pas à trouver le prestataire de paiement qui me permet de l'encaisser en e-commerce. Alors comment ça se passe pour les chèques de vacances par exemple? C'est une approche assez simple, c'est-à-dire qu'on a intégré le lien avec le moyen de paiement. D'autres prestataires ont eu la même approche, et par ce biais-là, vous pouvez, sur la page de paiement, directement saisir les éléments de votre chèque qui vous permettront de pouvoir payer par chèque vacances. Après, souvent la problématique avec ces moyens de paiement, c'est que vous n'avez jamais un chèque vacances qui tombe juste avec le montant de ce que vous devez dépenser. Donc il faut faire un paiement complémentaire, complété par de la carte ou du moyen de paiement alternatif. Donc il faut penser à ces cinématiques-là, mais ça permet de répondre à un besoin métier un peu plus particulier. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que des prestataires de tourisme aussi, c'est vrai qu'ils ont absolument besoin de ça. Comme, je ne sais pas si pour les tickets resto, est-ce que ça marche aussi pour, par exemple, les drives, tout ça? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Connex, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs émetteurs de tickets restaurants, permet aujourd'hui de pouvoir encaisser par ce biais-là. Donc, encore une fois, on a pris le parti, nous, d'intégrer cette solution de paiement qui permet à des restaurateurs de pouvoir enfin encaisser. Si vous voulez aller sur Just Eat et vous faire livrer votre repas, vous pouvez enfin utiliser vos tickets resto, là où ce n'était pas nécessairement possible jusque-là. Donc on digitalise de plus en plus ces moyens de paiement qui étaient encore, qui existent depuis très longtemps, mais qui étaient encore très difficiles à ramener dans l'univers de l'e-commerce. Donc ça vient progressivement. Tout ce qui est physique, ils vont pas être très contents quand même. Pourquoi ils ne le seraient pas? Parce que c'est vrai que du coup, ça incite encore plus à... Par exemple, je repense au voyage. Déjà, c'est vrai que les agences de voyage physiques, elles ont quand même pris un sacré coup dans l'aile avec l'e-commerce. Et du coup, c'est vrai que je me dis maintenant, même si les chèques vacances, ils peuvent être utilisés sur Internet, c'est vrai que ça doit leur faire mal quand même. Après, ils sont souvent sur Internet aussi. Ce qui est intéressant, parce qu'on parle avec beaucoup de ces sociétés-là, c'est que ça les oblige à se remettre en question, ça les oblige à se digitaliser. C'est ça. Et du coup, tout le monde revient dans cette grande famille de l'e-commerce. C'est ça. Et puis, on avance de manière plus concrète, et ils retrouvent certains relais de croissance par ces transformations qu'ils arrivent à initier. Donc, je dirais que c'est plutôt complémentaire. D'accord. Qu'en opposition. Prenons-le comme ça. Et donc, le deuxième levier? Le deuxième levier, donc, on a parlé du moyen de paiement, là, on va parler du mode de paiement. Alors, le mode de paiement, c'est différent, c'est-à-dire que c'est juste un levier qui va permettre de pouvoir encaisser différemment. Donc, on peut se dire qu'en fonction des commerçants, on va retrouver des besoins fonctionnels encore qui vont varier en fonction de comment il commercialise son produit. Un commerçant qui propose de l'abonnement, par exemple, va avoir besoin d'une plateforme de paiement qui va être en capacité de rappeler des transactions de manière régulière, à des dates définies, avec des montants fixes ou des montants qui peuvent varier, de manière à ce que lui puisse proposer une prestation de service qui soit en ligne avec ce qu'il attendait. On peut retrouver le même schéma avec un marchand. On parlait avec un marchand il n'y a pas très longtemps qui vend du mobilier, donc avec des paniers moyens qui sont plutôt élevés. On se retrouve sur des paniers moyens entre 150 et 180 euros. Les clients n'ont pas tous la capacité, dans l'impulsion, quand ils ont trouvé le produit qui leur plaisait, ou même dans le mois courant, de pouvoir acheter le produit. Donc il est important de pouvoir proposer aussi une flexibilité sur l'encaissement en proposant du paiement en plusieurs fois. Donc il peut être
deux, trois, quatre échéances, toujours dans une période de moins de 90 jours pour qu'on ne soit pas dans un cadre de crédit, mais qu'on soit bien sur une facilité de paiement, et qui permet aux commerçants de peut-être doper sa conversion, aller chercher des relais de croissance là où le client aurait abandonné et serait parti et aurait peut-être attendu le mois suivant ou le mois d'après pour pouvoir faire son achat. Et du coup, on voit souvent 4 fois sans frais, par exemple, paiement 4 fois sans frais, mais qu'est-ce que ça coûte réellement à l'e-commerçant? Ça va dépendre, c'est-à-dire que là, on va être à cheval sur les deux catégories. J'en ai pas parlé sur la précédente, mais c'est vrai qu'il y a du paiement en plusieurs fois garanti qui peut être proposé comme moyen de paiement. Donc là, c'est plus le prestataire d'établissement de paiement ou le PSP qui va être en capacité de gérer le tout, mais c'est bien une solution tiers. On trouve des solutions comme Facilipay, on trouve des solutions qui garantissent le paiement. Qui garantissent le paiement. Et là, vous pouvez avoir une flexibilité de 5 à 25 fois en facilité de paiement. Par contre, ça coûte plus cher pour le commerçant. C'est-à-dire que vu que le paiement il est garanti, l'émetteur de ce moyen de paiement se couvre un petit peu sur des risques d'impayés. Donc la facturation, elle oscille en fonction du volume d'affaires entre 2 et 3% sur ce paiement-là. Alors que le paiement en plusieurs fois, c'est juste une fonctionnalité technique. C'est-à-dire que le paiement, il n'est pas garanti. Il y a un risque financier qu'on peut couvrir, et on verra en clôture de présentation comment on peut couvrir ce risque-là, mais qui permet donc au même coût qu'une transaction classique, de pouvoir offrir cette facilité au client-là. D'accord. Donc là, on est bien sur du 3-4 fois sans frais réel, s'il y a 0 frais pour le client, et il n'y a pas plus de frais pour le commerçant. D'accord. Donc il y a le moyen de paiement qui permet en fait de faire du paiement en plusieurs fois, mais avec garantie de paiement. Et après, il y a le mode de paiement en plusieurs fois qui est juste une technique en plus, un moyen technique en plus à mettre en place. Mais là, le paiement n'est pas garanti, bien que on verra plus tard. Tout à fait. On peut quand même limiter les risques. On peut le sécuriser, exactement. Ça. Vous avez tout compris. Okay. Après, il y a d'autres leviers qui sont qui sortent du canal e-commerce, mais qui en mode de paiement peuvent être très pertinents. Je pense à du paiement par mail, par exemple. Paiement par mail. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'une plateforme de paiement, directement émettre un mail qui est associé à un panier déjà défini. Admettons, quelle cinématique pouvons-nous penser? Vous avez un client, un prospect, on va dire encore, qui est venu en visite sur votre site, qui a complété un panier, qui a abandonné ce panier sans aller jusqu'à la page de paiement. Vous pouvez totalement relancer ce client-là en faisant une promotion sur le panier en question et en lui envoyant un email avec la promotion insérée dans ce panier-là. Et le client en réception de mail n'a plus qu'à cliquer sur le bouton payer et il bénéficie directement de cette promotion-là. Donc ça permet aux commerçants de pouvoir faire des rebonds proactifs en essayant d'aller doper la conversion. Même logique avec du SMS. Oui, on peut rebondir assez facilement. Après on est redirigé après vers la plateforme de paiement du coup et on effectue son paiement. Ouais, oui, ok, donc c'est des moyens, des leviers qui peuvent être utilisés, des modes de paiement qu'on peut utiliser, l'email, le SMS. C'est vrai que comme ça on se dirait pas tiens c'est des modes de paiement, mais ça amène au paiement en effet. Exactement, c'est une flexibilité différente à laquelle on ne pense pas nécessairement, mais qui ouvre plein de possibilités. Ok. Du coup, le troisième levier, c'est les canaux de vente. Exactement. Donc, canaux de vente, je vous en ai fait une petite introduction. On retrouve l'email SMS, mais on retrouve WhatsApp par le biais du paiement directement dans la communication. Vous discutez avec un support qui va vous faire une vente complémentaire d'assurance sur un produit que vous avez acheté ou directement d'un produit que vous pouvez payer dans le chat de discussion que vous avez. Donc le WhatsApp, on peut presque le lier au chatbot qui permet d'avoir de l'interactivité sans être nécessairement en communication téléphonique ou de quelconque manière avec le client et de pouvoir faire du paiement. Donc ça, c'est des nouveaux canaux, c'est une brique d'innovation qui apporte une petite différence dans le paiement. Un autre élément qui est qui se développe énormément en ce moment, c'est la marketplace. Donc la marketplace, on le retrouve, je ne sais pas si vous êtes familier avec le schéma de marketplace. Oui, mais peut-être pas tout le monde. Alors. On va le redétailler, mais c'est vrai qu'on trouve des sociétés plutôt matures dans le top e-commerce qui vont chercher à développer leur chiffre d'affaires en proposant une activité supplémentaire, en dopant leur référentiel, en faisant venir certains sous-marchands, mais ce n'est pas ce qui va nous concerner aujourd'hui. On a surtout beaucoup de sociétés qui vont essayer de créer des activités de niche en proposant une plateforme sur laquelle ils vont inviter plusieurs sous-marchands pour pouvoir effectuer des paiements. La problématique de la marketplace, c'est que c'est un mode de paiement qui est très réglementé. C'est-à-dire qu'il y a l'encaissement pour compte de tiers,
Et donc la complexité est un petit peu lourde, donc il faut qu'on puisse offrir les bonnes alternatives aux commerçants pour qu'ils puissent se lancer facilement sur les marketplaces. Surtout avec l'ubérisation aujourd'hui de l'économie, on voit que les business models qui peuvent être affiliés à la marketplace, ben, les idées naissent de partout. Et ça prend assez vite. On a vu beaucoup de success stories comme Mano Mano par exemple, Ouais. qui ont boomé très vite. Et donc il faut être en capacité d'accompagner les commerçants. Et ça sur le paiement, il est vital qu'il y ait cette flexibilité de se dire, bon ben voilà, je peux travailler encore une fois en mode marketplace avec ma plateforme technique et peut-être mes différents partenaires bancaires ou mes différentes franchises qui permettent de pouvoir avancer, mais aussi de pouvoir travailler en établissement de paiement avec une solution packagée toute simple qui me permet d'avancer et de gérer un décaissement automatisé et complet. Donc la marketplace, voilà, peut être un levier pour une solution un site qui est déjà un peu plus mature, bah, de gain de revenus supplémentaires qui peut être développé facilement. Mais qu'est-ce que ça lui implique à l'e-commerçant qui se met sur une marketplace? Ben, enfin, pour son paiement, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on sait que du coup, la marketplace va collecter pour lui et va lui reverser qu'à un moment donné. Donc après, il y a des délais plus ou moins en fonction des marketplaces. Mais qu'est-ce qu'il a besoin vraiment, l'e-commerçant, pour pouvoir se lancer sur les marketplaces et être serein au niveau des paiements? Bah, il va avoir besoin de pouvoir structurer davantage les informations qu'il va faire remonter dans une requête de paiement. C'est-à-dire quand il va dialoguer avec la plateforme technique, il va devoir être en capacité de pouvoir dire, bon, j'ai un panier, dans ce panier, j'ai 4 produits. Les 3 premiers produits sont des marchands différents de ma marketplace. Le 4e, c'est moi, commerçant en direct, qui l'envoie. Donc dans la requête de paiement, il faut qu'on puisse nous identifier le montant qui est affilié à chaque produit avec le nom du sous-marchand. Ça, c'est une contrainte technique auquel il va devoir faire face, sur lequel on l'accompagne, on lui donne des solutions pour que ce soit simple à déployer. Et une fois qu'on a pu sourcer cette information, ben c'est là où nous, établissement de paiement ou prestataire de paiement, on doit prendre le relais pour automatiser et faire en sorte que la marketplace, le modèle marketplace, soit indolore pour le commerçant. Et c'est là où on va simplifier les choses. Le fait qu'on ait cette info à la source, on va pouvoir ventiler les flux et les cantonner comme la réglementation l'impose, de manière à ce que on les isole bien. On va pouvoir définir avec la marketplace, avec le commerçant, quelle est la fréquence de virement qu'il souhaite mettre en place avec chacun de ses sous-marchands, quel est le risque financier que lui veut prendre, est-ce que c'est lui qui assume des risques de remboursement, est-ce que c'est les sous-marchands qui les assument, et on va pouvoir définir comment il souhaite qu'on procède au décaissement automatique sur l'ensemble des comptes bancaires de chacun des sous-marchands. Donc on va prendre l'intégralité de la brique du paiement à charge pour le dédouaner de cette responsabilité-là. D'accord. Donc toi, tu parles comme des gens qui font des marketplaces. Qui sont des marketplaces. Qui sont des marketplaces. Tout à fait. Moi, je te parlais des commerçants qui vendaient sur les marketplaces, des sous-marchands, comme tu dis. Alors les sous-marchands, eux, ils vont devoir gérer avec la marketplace en direct. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas accompagner, nous, prestataires de paiement, on n'a pas cette capacité-là à pouvoir accompagner le sous-marchand directement. C'est la marketplace qui va lui délivrer le pack complet du paiement. C'est pour ça, l'e-commerçant, le sous-marchand n'a rien à faire. Exactement. Voilà, lui, il a juste à créer son compte, à envoyer ses flux produits et c'est tout. Exactement. Voilà, c'est vraiment le problème de la marketplace. Et du coup, en effet, l'IRA propose en effet cette partie marketplace pour que ça se passe bien et qu'ils puissent décaisser, tout ça. Tout à fait. D'accord, ok. On s'est rejoints. On s'est rejoints, tout à fait. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que même le commerçant qui, lui, souhaite lancer sa marketplace, il peut le faire plus facilement. Oui. Okay. C'était un peu complexe encore il y a quelques temps. Donc ça, c'est un des canaux de vente sur lesquels on peut travailler facilement. On parlait du tourisme et du travel tout à l'heure. Oui. Dans le tourisme et le travel, la complexité, souvent, c'est que l'utilisateur il va être obligé d'appeler par téléphone pour demander des explications. Comment est cet hôtel? Est-ce qu'il est bien exposé? Quel retour vous avez? Quand c'est que je peux avoir ce package? Est-ce que je peux flexibiliser tel package de voyage? Donc il y a beaucoup d'accompagnement, de conseils qui sont faits dans ces ventes-là. Mais du coup, quand vous prenez le temps de faire l'accompagnement et le conseil, l'objectif c'est de réussir à closer votre vente le plus vite possible et donc de pouvoir faire le paiement dans l'instantanéité. Et donc là, on essaye de proposer auprès des commerçants. Enfin, c'est une brique qui est importante dans le paiement, qui est le SVI, qui veut dire serveur vocal interactif, sur lequel on va donner capacité à l'utilisateur de pouvoir saisir ses numéros de carte sans qu'un humain, sans que le vendeur ou le conseiller avec lequel il parlait n'ait pu entendre ces numéros de carte.
c'est aujourd'hui un levier très important qui permet aux commerçants de rester dans cette norme PCI DSS ou PCI DSS, excusez-moi, qu'on évoquait préalablement, parce que ces employés ne toucheront jamais un numéro de carte. D'accord. Et donc aujourd'hui, les sociétés du voyage sont en demande de ces SVI PCI DSS Eh oui. parce que les D'avoir contraintes vraiment ce réglementaires. label de qualité, quoi, ce label de confiance qui dit que les employés ne seront jamais en contact avec Exactement. la carte bancaire. Pour éviter les problèmes évidents. Mais est-ce que les clients de ces agences de voyage ou autres sont conscients? Parce que est-ce que vraiment ils vont donner leur carte? Ça dépend vraiment de la cible de la clientèle. Vous trouvez un petit peu tous les schémas. Il y a encore peu, certains hôtels dont je tairai les marques recevaient les réservations de chambres par fax avec le numéro de carte bancaire directement sur le fax. Donc les choses évoluent doucement. Mais Quelle est la réaction des utilisateurs derrière? Elle est très variante. Il y en a certains qui refusent par défaut de donner et communiquer un numéro de carte à quelqu'un au téléphone. Il y en a d'autres qui demandent des éléments de réassurance pour pouvoir saisir des numéros de carte sur une page. Mais souvent, c'est quand la marque est moins forte de là où je souhaite dépenser mon argent. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, on fera un petit focus dessus. Donc, on va essayer de toujours pouvoir répondre à la problématique de l'utilisateur qui va se poser. Revenons sur ce use case. Donc, je suis le conseiller qui essaye de vendre le pack de voyage. Je propose à l'utilisateur de l'envoyer vers ce serveur vocal interactif pour qu'il saisisse ses numéros de carte et de le reprendre une fois que c'est terminé. Le client va me dire non, je refuse de saisir les numéros de carte sur le serveur vocal interactif. Mais on va donner une deuxième arme au téléconseiller, donc on évoquait tout à l'heure, qu'on peut utiliser dans un autre use case que ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le paiement par mail et le paiement SMS. Ok, vous ne voulez pas, on entend, on a une alternative, vous pourrez faire le paiement tranquillement, ce sera à votre main et vous ne prendrez pas le risque de communiquer votre numéro de carte à quelconque endroit. Donc on aura toujours les rebonds et c'est là où on travaille la conversion vraiment de bout en bout, c'est toujours essayer d'apporter la réponse métier qui convient aux commerçants. Ok, très bien, c'est clair. Bon, parfait. Très bien. Ah, je crois que c'est ton domaine de prédilection. Oui, c'est un domaine que j'aime beaucoup parce qu'il a le mérite d'être passionnant. Mais il a surtout le mérite d'être très intéressant à travailler parce que c'est celui qui va apporter le plus de valeur aux commerçants. Mais celui sur lequel le commerçant n'est pas forcément le plus à l'aise parce que c'est celui qui inquiète le plus. C'est ça. Donc là, pour rappel, au cas où si vous n'arrivez pas à lire, c'est la lutte contre la fraude. Exactement. Donc c'est je crois, le 4e levier. Tout à fait. On est donc au 4e levier sur lequel on va centraliser beaucoup de choses. L'intérêt, c'est que le commerçant arrive à trouver le bon point d'équilibre. Ce qu'on dit, le juste équilibre. Pour trouver le juste équilibre, il faut que le commerçant, encore une fois, arrive à bien définir quelle est sa stratégie. Est-ce que la stratégie du commerçant aujourd'hui est de recruter de nouveaux clients et d'aller sur un domaine d'agressivité, de prise de part de marché? Est-ce qu'il est plutôt sur un mode de préservation, de protection, de fidélisation de sa clientèle? Est-ce qu'il a un appétit au risque plus ou moins développé? C'est les questions qu'on va essayer de se poser et le prestataire de paiement normalement va l'accompagner dans cette réflexion-là pour faire en sorte qu'on définisse un objectif qui soit bien clair pour lui. Et cet objectif, il est toujours de se dire je vais chercher la conversion optimale ou je vais chercher la protection maximale. Pour bien réévaluer les choses, quand on parle de fraude, en France tout du moins, les derniers chiffres FEVAD disaient qu'on est à 0,2% de fraude. C'est-à-dire que sur 100 paiements, il n'y a pas tant de transactions qui posent problème. Cependant, c'est peu de transactions qui posent problème, on est quand même sur de la perte sèche. Cette perte sèche peut découler de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que le marchand aura expédié la marchandise, il aura encaissé la transaction, et 3 semaines après, l'impayé, le chargeback, va arriver et il perdra cet argent. Donc il a perdu la marchandise et l'argent. Double peine. C'est ça, parce que maintenant, en plus, pour se caler à la concurrence aussi, on essaye d'expédier au plus tôt, de livrer au plus tôt. Donc, on ne va pas attendre d'avoir quelques jours de latence pour expédier, ça c'est sûr. Exactement. Et du coup, le tout est de réussir à mieux anticiper, de la manière la plus pertinente possible. Pour anticiper de la manière la plus pertinente possible, ce qui est intéressant dans la fraude, c'est de travailler sur les données. Pour travailler sur les données, je vais parler de Big Data qui est un petit peu à la mode. On évoquait en introduction cet univers de la plateforme technique de paiement
et de la partie opérateur de paiement, on retrouvait les banques, l'établissement de paiement, les acquéreurs, qui eux ont des données financières. Ben, le tout dans la gestion de la fraude, c'est d'arriver à marier ces mondes-là, à marier les données du commerçant, ceux de la PSP et ceux de l'établissement de paiement ou de la banque, pour qu'on gagne en pertinence d'analyse. La fraude, c'est que du temps réel, quasi que du temps réel. Donc il faut qu'on puisse faire de l'analyse dans l'immédiateté. Pour faire de l'analyse dans l'immédiateté, il faut qu'on travaille sur des critères qui sont pertinents de tri ou de sélection ou d'analyse de ces transactions. Donc si je vais un peu plus dans le détail, j'ai un commerçant qui va me communiquer les informations sur son client, à savoir j'ai l'adresse de livraison à laquelle le produit va être expédié, j'ai l'adresse de facturation, je vois que j'ai un pays qui est identique, j'ai le nom, le prénom, l'adresse email, et puis moi en données financières, je vais retrouver le numéro de carte, je vais avoir une adresse IP, je vais avoir pas mal d'éléments que je vais pouvoir réconcilier. Et ces éléments vont me donner des indications pour savoir à quel type de profil j'ai affaire. L'autre intérêt, c'est que la big data ne va pas se limiter à juste marier quelques vingtaines ou trentaines de données. C'est aussi de pouvoir s'appuyer sur la pertinence du prestataire de paiement à mutualiser toutes ces données et donc à avoir une analyse qui soit plus pertinente. C'est-à-dire qu'un prestataire de paiement qui a encaissé X millions de transactions va pouvoir utiliser les patterns qui sortent de ces transactions pour définir et accompagner le commerçant en lui disant attention, j'ai plus de risques dans tel ou tel scénario. Donc le prestataire de paiement a cette force-là. Il a cette force de pouvoir prendre par la main le commerçant et lui dire j'ai compris ton objectif, définissons les règles ensemble qui permettront de matcher cet objectif. Donc c'est un travail de fond. Oui. Un travail qui est permanent parce que des paramétrages sur lesquels on va définir que tous les pays qui ne sont pas de l'Union européenne, on va bloquer les cartes, par exemple. Ça peut être de la géolocalisation. Définir qu'on va déclencher du 3DS sur toutes les transactions qui viennent de pays hors France, mais de l'Union européenne. Définir qu'un fournisseur d'accès à Internet qui serait OVH, je vais bloquer toutes les transactions par défaut. Pourquoi? Parce que OVH, en fournisseur d'accès Internet, non en hébergement, en fournisseur d'accès Internet, mais on sait que c'est un FAI qui n'est utilisé que par des fraudeurs. Donc on va le bloquer, on ne va pas prendre le risque d'accepter les transactions. Donc il y a plusieurs éléments sur lesquels on va pouvoir travailler de manière à protéger au mieux le client. Donc il y a 80 à 100 critères sur lesquels il y a de la pertinence à définir des règles. Et ces règles, elles servent à quoi? Elles servent à déclencher des actions. Donc les actions, elles peuvent être différentes. Quand on parle de lutte contre la fraude, le commerçant, généralement, il pense 3DS. Et 3DS sélectif. Le 3DS... clairement, c'est ce qui est proposé quand, dans l'option famille établissement de paiement, non? Oui, tout à fait. Voilà, quand on passe par la banque, il n'y a que le 3DS qui est proposé, non? Il y a peut-être pas... je ne pense pas qu'il y ait cette personnalisation avec les objectifs, etc., qui se passe qu'avec, justement, les PSD. Les PSP et les établissements de paiement. Voilà, tout à fait. Donc oui, en effet, les banques ne vont pas aussi loin parce que les banques... sont moins exposés financièrement si le commerçant subit trop de fraude. On va dire, elle s'en moque un petit peu plus. Oui. Là où l'établissement de paiement, lui, va avoir un risque financier direct et va être aussi engagé que le commerçant. Donc, ils sont obligés de faire équipe et de créer un partenariat, les amenant à trouver le bon point d'équilibre. Et le PSP, comme l'établissement de paiement, il a quand même une volonté de satisfaire son client parce qu'il va se rémunérer sur une croissance de son client. Donc le partenariat, il doit être sain. Pour la banque, l'approche est peut-être un peu différente. Je pense que c'est ça qui explique ce delta-là. Mais en effet, le 3DS, il faut le considérer comme un outil. Il ne faut pas le considérer comme une finalité. Et donc, dans les actions qui peuvent être déclenchées sur ces règles-là, le 3DS est une des actions qui peuvent être déclenchées. Mais on peut déclencher quoi comme action? On peut blacklister des utilisateurs et se dire, bon, mais ce client-là, s'il revient systématiquement, on bloque toutes ces transactions, on sait que c'est un fraudeur. On peut whitelister. Il y a des clients récurrents qui reviennent chez les commerçants. Ça ne sert à rien de l'embêter à chaque fois. On va libérer au maximum les canaux et faire en sorte que le paiement se passe le mieux possible. On peut déclencher du 3DS si on a un doute. On n'est pas certain. On préfère s'assurer que la transaction aura le moins de risques possible d'impayé. Donc on va demander une identification 3DS. Ou on peut mettre en manual review. Et là, on passe sur de la gestion de fraude en quasi temps réel, où le commerçant aura quelques petites études, analyses à faire de certaines transactions qu'on aura mises de côté, de manière à ce qu'il puisse se dire, bon, c'est là pourquoi on a un doute.
Est-ce que le doute que j'ai, c'est parce que, ah oui, j'ai une adresse IP qui est aux États-Unis, j'ai une adresse de livraison qui est en Roumanie, alors que j'ai une adresse de facturation qui est en France. Mais c'est un client que j'ai connu au préalable. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle le client pour qualifier? Est-ce que je bloque la transaction? Est-ce que je valide? D'accord, on voit manuellement ce qu'on peut faire, on le gère manuellement. Exactement. Donc, il y a ces niveaux d'action qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Mais il faut aussi être en capacité de penser à l'étape de demain. Et l'étape de demain, c'est d'anticiper encore plus. Pour anticiper encore plus, il faut savoir d'où vient le client. Pour savoir d'où vient le client, il faut qu'on ait des outils qui permettent du fingerprint. Donc le fingerprint, ce n'est pas l'empreinte digitale à proprement parler, mais c'est ce qui va nous permettre de définir quel est le device qui est utilisé, comment il a été utilisé. Il faut qu'on puisse proposer des outils aussi aux commerçants dans le paiement qui lui permettent, s'il fait des changements de règles, qu'il puisse anticiper l'impact sur sa conversion. Et qui donc il puisse simuler par certains outils ce qui va se passer s'il change la règle, il prend un pack de 6 mois de transactions passées, il fait une simulation, il va se dire « Ah, si je change les règles, je vais générer tant de faux positifs. » Un faux positif, c'est un client véridique qu'on a arrêté pour de mauvaises raisons, parce qu'on l'a considéré comme un fraudeur. D'accord. Donc peut-être là, les règles étaient trop strictes. Exactement. Il va se dire « Bon, mais j'ai généré tant de conversions en plus. » Ou « J'ai généré tant de fraudes en plus. » Est-ce que la fraude que j'ai générée en plus me permet de m'y retrouver par la conversion que j'ai générée en plus? Et il va pouvoir se poser les bonnes questions, en ayant les bonnes clés d'analyse. Et aujourd'hui, dans la lutte contre la fraude... concrètement, pardon, mais je pense que le 3/4 des e-commerçants diront « Mais j'ai pas le temps de faire ça. » Donc, qu'est-ce qu'il faut... Là, est-ce que le prestataire comme l'IRA peut aider justement à ce genre d'audit ou d'analyse C'est le rôle du prestataire. Voilà, parce que clairement, on ne peut pas demander aux commerçants d'être expert sur tous les domaines d'activité. Il est expert sur son business model, il est expert sur sa volonté marketing. On ne peut pas lui demander d'être un expert du paiement. C'est ça. Il doit s'appuyer sur un prestataire de confiance qui le fait pour lui. Et quand je parlais de simulation tout à l'heure, il faut qu'il ait juste à cliquer sur un bouton et à lire les résultats. Voilà, c'est une analyse. Mais ça, encore une nouvelle fois, quand on passe par le contrat avec la banque, ça ne suffit pas, il n'y a pas tout ça. Non. C'est ça, la banque n'est pas en capacité de proposer ces éléments-là. Pas. Souvent parce que la banque qui utilise un PSP en marque blanche, quand elle utilise un PSP en marque blanche, elle limite fonctionnellement la capacité du PSP. Pour s'adapter à tout le monde. Pour répondre à un cahier des charges qu'elle a défini, pour des raisons qui sont très valables. Parce qu'elle a une cible clientèle qui a besoin seulement de cette profondeur fonctionnelle. Et pour les clients qui ont besoin d'aller plus loin, c'est là où, vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'ils fassent les démarches d'aller vers les prestataires de paiement directement. Ok. Du coup, on passe au 5e point. Voilà, le 5e point. Le 5e point, on en parlait tout à l'heure, je disais que je reviendrai dessus, mais on parle de l'intégration. Comment mettre en place le moyen de paiement? Donc il y a plusieurs moyens. On a parlé de CMS tout à l'heure, on évoquait Magento. Il y a des intégrations en direct qui peuvent être faites. Mais là, encore une fois, si le marchand est tout petit, qui débute, on va plutôt conseiller de partir sur une page en redirection, comme on trouve ici. Une page en redirection qui va permettre d'avoir un label de réassurance pour le client final. C'est les petits... Bon, on va les retrouver, les Visa Verified, on retrouve le PZN, on retrouve le PCI DSS qu'on évoquait en début de réunion. Et le petit cadenas. Et le petit cadenas qui sécure tout, en effet, il est très important. Et donc ces critères de confiance vont permettre à l'utilisateur qui a un doute, qui ne connaît pas le site web mais qui a trouvé un produit sympa, de pouvoir se jeter à l'eau et puis passer au paiement en toute confiance. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on va préconiser pour des commerçants qui débutent, qui n'ont pas réussi encore à créer leur image. C'est le classique, en effet, c'est classique de voir ça. Puis maintenant, les gens ont de moins en moins peur quand même de mettre leur carte bleue sur Internet. Après, ils sont assurés aussi au cas où, quand même, s'il y a une fraude, ils peuvent justement faire opposition et tout. Enfin, en tout cas, si eux, ils se font frauder par les commerçants, ça arrive aussi. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ça, cette configuration-là est assez courante, oui. Après, ce qui est intéressant dans cette configuration-là, c'est que généralement, par défaut, on complexifie un peu les choses pour le commerçant pour qu'il puisse personnaliser. Voilà, il faut qu'il pense, quand il choisit son prestataire de paiement, à bien faire attention à ce qu'on lui laisse la main sur la personnalisation de ses pages, que ce soit simple. Parce que le marketing, c'est vivant, ça bouge de partout. Donc, il faut qu'il puisse changer sa personnalisation de page rapidement en fonction de sa promo. Parce que des fois, c'est limite quand même, selon les sites. On en a tous vu des délicats. Donc là, il reprend la main et je pense qu'il ait cette réflexion de se dire, je garde la main et je choisis quand faire varier ma personnalisation. Donc ça, c'est une première étape.
Il y a une étape secondaire sur laquelle on va essayer de raisonner plutôt en page de paiement embarqué. C'est-à-dire qu'on va éviter une redirection. Donc on va rester sur le site commerçant. Donc là, on est sur des commerçants qui cherchent à optimiser leur tunnel de conversion. On va un peu plus loin. On peut faire ce qu'on appelle du one-page checkout. Donc tout centralisé sur la même page, et faire en sorte que le paiement fasse bien partie de ce one-page checkout sans qu'il y ait de redirection. Est-ce que ça convertit vraiment mieux? Ça va dépendre du produit et de la cible client. Mais généralement, quand même, ce qu'on constate, c'est que plus on élimine les clics, meilleure est la conversion. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Après, ce qui est intéressant et ce qu'on a pu voir sur certains use cases, c'est que en utilisant de nouvelles technologies, comme l'API REST par exemple, qui permettent donc de flexibiliser ces cadres de personnalisation, le commerçant se retrouve à pouvoir jouer avec des champs du paiement, des champs de cartes, qui met aux couleurs qu'il veut, sur des formes qui peuvent totalement varier et qui peuvent être totalement reflet de sa strat ou de sa position de communication. Et là, on voit des différences plus fortes en termes de conversion parce qu'on personnalise par rapport à la cible visiteuse du site e-commerçant. Et là, encore une fois, c'est à l'opérateur de paiement de casser la rigidité et de faire en sorte qu'on flexibilise au maximum les choses pour que ça devienne fluide. De toute façon, le one-page checkout, là, c'est vrai que pour moi, ça fait plus de sens parce que rien que, par exemple, le temps d'être redirigé sur une page, selon la connexion qu'on a ou quoi, ça peut vite prendre du temps. Ça peut on peut s'en lasser et on part. Et c'est vrai que cette solution-là, qui est quand même de plus en plus répandue quand on fait des sites, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui veulent du one-page checkout. Et je pense qu'en effet, c'est une bonne option. C'est une bonne option, mais qui n'est pas très compliquée finalement à mettre en place. Non, on a créé beaucoup de complexité au départ pour les premiers one-page checkout qui arrivaient. Comme à chaque fois, il y en a qui suivent. Voilà, c'est ça. C'est qu'il fallait trouver le bon point d'équilibre. Maintenant, les CMS sont généralisés. Voilà, c'est ça. Et il faut juste que les prestataires de paiement arrivent à suivre. Dans la majorité, ils ont suivi. On retrouve ces technos-là. Ce qui est plus dur à personnaliser et plus dur à optimiser, c'est la page d'identification du 3DS. C'est-à-dire que quand je parlais de technologie d'API REST, la page de paiement de 3DS, qu'on soit en mobile ou qu'on soit en desktop, elle fait toujours mal aux yeux. Excusez-moi l'expression. Et donc, du coup, avec ces technologies comme l'API REST, on peut encapsuler la page de 3DS, éviter d'être perdu dans le navigateur et surtout faire en sorte qu'on vienne s'adapter à chaque device. Si on a un 3DS qui sort sur du mobile, on ne va pas avoir une page sur laquelle on va devoir scroller et se balader pour trouver l'endroit où on va devoir saisir le code. Déjà qu'on reçoit le SMS en même temps qu'il faut jongler entre les deux. Donc déjà qu'il faut arriver à revenir sur la page et tout. Alors en plus, si on complexifie, aller chercher le champ. Là, normalement, sur les quelques textes qui sont faits, pendant que le SMS déroule, les 6 chiffres qui sont annoncés, vous avez déjà la page 3DS en dessous, vous pouvez les saisir dans la foulée. Ah oui. Logiquement. Donc c'est plutôt, on essaye de simplifier, de fluidifier au maximum, parce que ces éléments-là sont très bloquants et très impactants en conversion. Oui, parce qu'en plus, les conversions sous mobile, le m-commerce, il devient de plus en plus présent. Donc c'est vrai que pour moi, même la partie mobile comme ça s'adapte dès le début. C'est quelque chose à penser dès le début sur comment optimiser les paiements sur mobile. Bien sûr. Réellement. D'autant plus que sur le paiement sur mobile, on s'en aperçoit, on a tous un nombre d'applications incalculables dans nos téléphones qu'on regarde une fois ou qu'on ne réutilise pas. Je crois que les chiffres disaient qu'on a à peu près 25% des applications qu'on a ouvert qu'une seule fois sur nos téléphones. Donc si l'expérience d'utilisation n'est pas bonne, vous êtes sûr que vous faites tout pour vous mettre en difficulté. Faire du paiement in-app, faire du in-app tout court, c'est un investissement pour une société. Donc autant faire en sorte qu'on puisse les accompagner avec les bonnes briques de conversion. Ok, donc pour le parcours client, je pense que ça a été assez clair et c'est vrai que c'est les options qui existent et clairement, je pense que c'est toutes celles qui sont appliquées et à appliquer, vraiment. Tout à fait. Et alors l'option retry. Exactement. Avec les 2 accents, ça marche parfaitement. Donc l'option retry, c'est quelque chose d'un peu spécifique. On l'a évoqué du bout des lèvres tout à l'heure sur les abonnements et le paiement en plusieurs fois. Le retry, en fait, comme son nom l'indique, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est la possibilité de réessayer, renouveler un acte de paiement qui aurait échoué. Voilà ce qu'il y a derrière le retry.
Pour renouveler un acte de paiement qui a échoué, il y a plusieurs approches. Il y a une approche invisible, encore une fois, qui est vraiment très paiement, très monétique, si je peux utiliser ce jargon-là, qui fait que certaines plateformes de paiement ou certains établissements de paiement vont rejouer de manière automatique certaines transactions lorsqu'elles sont en échec. Et on a une deuxième catégorie de retry, qui sont les retries sur lesquels on va travailler en termes de scénario de rebond avec les commerçants directement. Je vais commencer par la partie la plus opaque. Sur cette partie la plus opaque, souvent, l'acquéreur, l'établissement de paiement, se trouve dans une situation où il sait que, en général, un taux d'acceptation moyen, pour vous donner le point de départ dans du paiement, il est à 82-83%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de paiements qui restent en échec, et qui restent en échec pour différentes raisons. Ces raisons-là, elles sont faciles à identifier pour le prestataire de paiement, car il obtient en retour de chaque erreur un code erreur. Ce code est nomenclaturé et donc permet de pouvoir comprendre la raison de ces échecs de paiement. Donc quand il analyse en backlog, donc de manière invisible, les raisons qui font qu'il y a eu un échec de paiement, on a très souvent des time-out, donc des délais dépassés. La session est dépassée. Ouais, exactement, entre l'acquéreur, donc entre le prestataire de paiement, et l'émetteur de carte. Donc c'est des codes erreurs typiquement où l'établissement de paiement va pouvoir rejouer automatiquement ces transactions pour récupérer des transactions en échec. Et ça sera invisible de la part du client, et ce sera invisible de la part du commerçant, mais ça permet de venir doper et remonter la performance globale du taux d'acceptation. Et encore une fois, donc indirectement, de la conversion. Je ne vais pas rentrer plus loin dans ce canal-là, qui est un peu trop spécifique métier monétique, mais pour se concentrer sur les leviers conversion sur lesquels on peut travailler, je vais prendre quelques exemples. On a un client qui a fait un achat en paiement plusieurs fois. Donc on revient par exemple à cet achat de canapé sur le site de mobilier, où il a dépensé 150 €. Il va avoir payé un premier tiers lors de la commande, et la date du deuxième tiers arrive pour le deuxième prélèvement, et là, lors du deuxième prélèvement, paiement KO. Paiement KO, on s'aperçoit que le paiement est KO parce que les fonds ne sont pas disponibles sur la carte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, on va prendre son petit téléphone, on va appeler les clients pour essayer de trouver un moyen d'optimiser le tout. C'est une grosse perte de temps pour le commerçant, c'est un gros suivi à faire, vraiment très contraignant. Donc dans ce cadre-là, on propose nous, des scénarios, et je dis on, dans le paiement au sens large, qui permettent de faire plusieurs rebonds. Donc j'ai un code erreur qui dit que le solde est indisponible, excusez-moi. Dans ces cas-là, je vais retenter le paiement un jour plus tard. Je suis peut-être en début de mois, peut-être que son salaire il est versé que 5 jours après, donc les fonds ne sont pas disponibles, je vais réessayer un petit peu plus tard. Ça ne marche toujours pas, je réessaye à plus de jours. Je suis toujours en échec, je vais réessayer à plus 5 jours. Avec ces petites techniques-là, on arrive en général à recouvrir 80% des paiements en échec, sur du paiement en plusieurs fois. Cette même logique, elle est applicable sur de l'abonnement. C'est-à-dire que l'abonnement, à la date échéance, c'est j'ai pas les fonds, je renouvelle la demande, je renouvelle la requête. Et c'est des outils qui fonctionnent plutôt bien et sur lesquels on a des bons retours qui permettent d'optimiser la conversion dans la récurrence. Et ça, c'est un aspect pour la récurrence. Maintenant, on va revenir sur l'utilisateur qui a enfin réussi à valider son pack voyage et qui veut finalement payer son pack voyage. Il en a pour 1 500 €. Il va se faire des très belles vacances aux Caraïbes. C'est parfait, mais son paiement passe pas. Plafond? Plafond de carte qui est... Voilà, vous connaissez la logique, plafond de carte qui est tapé. Donc le plafond de carte est tapé, on va pouvoir lui indiquer que le plafond de carte a été atteint et proposer un rebond avec un moyen de paiement alternatif. Et lui dire, votre plafond de carte il est atteint, vous pouvez faire du paiement plusieurs fois. Ou vous pouvez essayer un autre moyen de paiement. Peut-être du PayPal si on a identifié que c'est du PayPal. Enfin, voilà, des rebonds qu'on peut aussi définir avec le commerçant. Le commerçant aura peut-être des méthodes privilégiées de rebond à proposer à son utilisateur. Alors, et ça, est-ce que quand on installe un module, quand on installe le module PZen par exemple, on installe dans le back-office Magento, parce que PZen, Magento, bon voilà. On installe. Est-ce qu'il y a la possibilité dans le module de configurer des règles? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit voir? Sur le rebond à proprement parler? Oui. Non, pas aujourd'hui. Pas dans le Magento à proprement parler. Pas dans le module on est sur des choses métiers un peu plus spécifiques et qui demandent à faire de la requête et
et à faire de l'échange. Donc, on va passer plutôt dans du développement spécifique. D'accord. Cependant, pour être en toute transparence, ces fonctions de retry, elles ont une pertinence quand il y a une certaine volumétrie. C'est-à-dire qu'un commerçant qui va faire 100 transactions dans le mois, bon, si on fait du retry et qu'on arrive à récupérer une Non, mais transaction… d'accord, mais avant de le rentabiliser, son développement, là. Voilà, on n'y est pas du Ouais. tout. Alors qu'un commerçant qui fait 40 000, 50 000 transactions dans le mois, Oui, là, on va commencer à avoir un impact. Parce que si on récupère 2 points de conversion, bah, il aura déjà vite amorti oui, les c'est éléments. ça, ok. Donc moi, je conseille qu'on travaille ces notions de retry à partir d'une certaine maturité, qui voilà, est de l'ordre de 50 000 transactions par mois, qui permet de faire du spécifique, qui permet de se poser les bonnes questions et de mettre en place les scénarios de rebond. De toute façon, les 6 points là qu'on a vus, on est vraiment parti des moyens de paiement qui est un peu le basique, le classique, le facile, on va dire, les modes de paiement, etc., pour arriver jusqu'à la fin à quelque chose de plus complexe et pour des business qui sont peut-être un peu plus C'est développés. vraiment ça. Voilà. On était vraiment en effet entonnoir, hein, si je peux dire, Ouais. où on commençait avec cette approche qui est indispensable à tout le monde, c'est le moyen de paiement. Mhm. Le mode de paiement, c'est la suite logique. Et après, on a déroulé le tout pour arriver vraiment au plus spécifique. Très bien. Ben, en tout cas, moi je trouve ça très clair. Écoutez, merci beaucoup. Et on a des petites questions. Très bien. Alors, n'hésitez pas. Je vous écoute. On a une question de Franck qui est dans le B2B et qui demande quel est le meilleur moyen de paiement à mettre en place pour lui dans le B2B. Alors, B2B, c'est un secteur d'activité très particulier qui, en fonction du pays, peut varier aussi en termes de moyens de paiement. Cependant, le moyen de paiement principal sur lequel on peut travailler dans le B2B, c'est le prélèvement SEPA. Pourquoi? Parce que on a affaire à des paniers moyens qui sont très élevés, donc où la carte n'a pas nécessairement les facilités de paiement comme on a pu voir préalablement, alors que le prélèvement, lui, n'est pas plafonné. On vient directement prélever dans le compte bancaire du payeur le montant qui est dû. Et donc, généralement, si le solde est disponible, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et donc, pour travailler dans le B2B, il y a des choses toutes simples qui peuvent être mises en place. Les prestataires de paiement savent faire aujourd'hui du prélèvement, qu'on appelle donc SEPA, automatisé. C'est-à-dire que le mandat qui donne validation au vendeur, ou à celui qui délivre le service, de pouvoir prélever le bon montant est signé de manière électronique. C'est-à-dire que plutôt que de se retrouver à avoir à imprimer un petit papier qu'on renvoie. C'était comme ça au début. C'était comme ça au tout début qui alourdissait énormément la procédure. Ben là, on passe sur un cheminement beaucoup plus simple où le mandat génère un SMS qui permet de pouvoir, comme avec un 3DS, en quelque sorte, valider son mandat. Une fois que le mandat est validé, il est stocké de manière indépendante, de manière à ce que ça fasse foi et qu'on puisse toujours revenir dessus pendant une période assez importante afin que le vendeur puisse prélever avec récurrence auprès de ses différents distributeurs. Parce que là, je pense à Franck quand même, et je me dis, ça ne doit pas être évident non plus pour lui de dire à ses clients B2B, je te prélève. Parce que le prélèvement, malgré tout, on n'aime pas trop ça, hein, même si c'est quand même assez courant. C'est vrai que les forfaits téléphone, les assurances, tout ça, on nous prélève. Mais c'est vrai que c'est souvent dans le cas en B2B, en tout cas, de payer sur facture à 60 jours, quoi. Donc c'est vrai que, est-ce que le prélèvement, dans ce cas-là, en tout cas, ce ne sera pas le seul moyen que je conseillerais à Franck. Toi aussi, j'imagine. Alors oui, en effet, il y a toujours beaucoup d'alternatives. Et c'est là où on revient à cette richesse de moyens de paiement et de modes de paiement qui est importante. On a toujours l'alternative, en fonction des paniers, pour les paniers les plus faibles, de pouvoir payer par carte. Il y a des cartes business, des cartes commerciales qui sont utilisées entre les sociétés, qui permettent des paiements sur des plafonds plus élevés. Il y a un deuxième élément aussi, donc on parle de SEPA, qui est du paiement SDD, donc SEPA Direct Debit. On a aussi du SEPA Crédit Transfert. Donc le SEPA Crédit Transfert, qui est l'appellation européenne, plutôt que d'aller prélever l'argent, c'est le payeur qui envoie l'argent. Donc du coup, s'il n'y a plus besoin de mandat. Cependant, pour que Franck soit certain d'être payé, je ne conseille vraiment pas d'utiliser cette méthodologie-là. C'est plutôt pour du paiement one-shot ou quelques virements, parce que c'est une action de l'acheteur qui doit être effectuée. Donc elle est moins garantie, il est moins protégé en tant que vendeur. Mais on peut aussi travailler sur du paiement facture. Vous l'avez dit, en paiement à 60 jours, il est plus logique qu'on passe sur du prélèvement parce que l'acheteur demande une flexibilité dans son délai de paiement. Mais pour demander une flexibilité dans son délai de paiement, il est bien obligé de donner des garanties.
signer un mandat de prélèvement, c'est la garantie minimaliste qu'ils puissent fournir. Et donc, pour faire du paiement CEPA SDD, on peut le faire par page de paiement classique, mais on peut le faire aussi sur la facture. Et on peut le faire directement en facture dématérialisée et qu'il ait la capacité de pouvoir payer des réceptions de facture. Voilà, les différents leviers qui peuvent être faits. Ok. Donc Franck ne s'inquiète pas, il y a des solutions pour lui aussi. Ça, je m'en doutais. On a une autre question de Ingrid qui en fait a l'air très énervée parce qu'elle a sa page 3D Secure, comme on en parlait tout à l'heure, qui est vraiment horrible. Elle a apparemment un très joli site et sa page 3D Secure, elle n'arrive pas à la rendre bien. Donc elle ne sait pas à qui s'adresser. Dans le cadre de la page 3D Secure, c'est compliqué d'avoir la main sur cette page-là. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand une demande de 3D Secure, d'authentification 3D Secure est faite, elle est faite auprès de l'émetteur, auprès de la banque qui a émis la carte. Et donc c'est bien cet émetteur qui envoie sa page de 3DS pour la saisie du code. Donc on ne peut rien personnaliser, on ne peut rien toucher malheureusement sur cette page. Le mieux qu'on puisse faire, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, c'est d'essayer de réduire sa taille, d'en faire un visuel le plus resserré possible et de faire en sorte qu'elle ne vienne pas cacher l'intégralité du site web, mais qu'elle vienne juste en pop-up, qu'elle soit juste très légèrement visible de quoi saisir le code, mais que le site commerçant reste toujours en arrière-plan. D'accord, ok. Donc, elle n'a pas trop de choses à faire en fait. Malheureusement, je n'ai pas de solution miracle pour l'instant. Okay. À partir de l'année prochaine, les émetteurs ont dit qu'ils allaient travailler sur des systèmes qui seront plus pertinents, qu'ils appellent du 3DS frictionless. Donc on verra à quoi ça va ressembler. On peut leur faire confiance, être en capacité de travailler sur quelque chose de plus moderne et plus sympathique. Ok, super, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le paiement en ligne parce que c'est vrai que c'était quand même un sujet, on ne sait pas trop en fait, c'est un peu secret tout ça, on a l'impression que c'est jamais très clair, donc franchement merci, Avec plaisir. Je pense qu'on comprend mieux. N'hésitez pas vous aussi à commenter et à poser vos questions, Jean-Luc il se fera un plaisir de vous répondre. En effet, c'est vrai que si vous avez d'autres questions, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été évoqués sur le paiement, mais on a, gratté la surface. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être évoquées. Nous, on travaille aujourd'hui avec 55 000 e-commerçants. Ça nous permet d'avoir une couverture en termes de variété de secteurs d'activité qui est quand même assez large. Et généralement, on a une réponse pour chaque besoin de commerçant. Donc, on est à disposition pour répondre à toutes ces questions, que ce soit sur la partie plateforme technique, comme on l'a évoqué, ou sur la partie établissement de paiement. On peut jouer vraiment sur les deux relais. Dans l'établissement de paiement, on est en capacité de vous aider sur la partie marketplace et la partie paiement e-commerce classique. Et surtout, Lyra aujourd'hui est une société, comme on l'a dit en introduction, avec 11 ans d'historique dans l'e-commerce, mais surtout qui a un imprint très international. On a des filiales un peu partout dans le monde. On est très présent en LATAM, on est très présent en Europe, bien sûr. On travaille aussi en Asie. Donc, on est en capacité d'accompagner les commerçants qui ont des problématiques un peu plus lourdes au niveau international sur du développement un peu plus global. Donc, on serait très heureux de pouvoir répondre aux questions à ce niveau-là. Pas de souci. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez plus clair sur les paiements en ligne. Et comme on a dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et surtout aussi, n'hésitez pas à commenter et à liker et surtout à partager cette vidéo. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci beaucoup. Merci et à très vite. Au revoir.